Bonjour, je suis Xaver, je suis la créatrice de Ludicertif, qui est un jeu en ligne pour réussir et maintenir sa certification Calliope, ainsi que l'autrice du journal de bord d'une auditrice Calliope. Je vais vous partager mon écran et aujourd'hui, on va parler de l'enjeu de l'échantillonnage lors d'un audit Calliope. Donc, je vous montre ici sur quoi on se base en tant qu'auditeur. L'échantillonnage se fait au jour de l'audit, lors de la réunion d'ouverture, donc c'est lors des présentations au tout début de votre audit Calliope. On ne peut pas faire un échantillonnage en amont d'audit. C'est strictement interdit parce que dans ces cas-là, ça vous donnerait le temps de préparer vos dossiers. Donc, nous, en amont de l'audit, ce qu'on regarde, c'est votre bilan pédagogique et financier rapidement pour savoir où est-ce qu'on va devoir aller échantillonner afin de rendre compte aux certificateurs, mais également au gouvernement français, à savoir le COFRAC, qui vient accréditer les certificateurs Calliope pour les habiliter à délivrer la certification. Donc, dans la partie C, je vais avoir tous les financements gouvernementaux qui sont ici et ici. Donc, sachez que si vous faites en majorité du CPF, ici, ça va être très tentant d'aller voir du CPF. Mais si vous faites en majorité en propre des actions en propre, eh bien, c'est ici que je vais aller. Ça, c'est sûr et certain. Donc, c'est là où j'ai une idée de quel financement dont vous bénéficiez, hein, que ça soit France Travail, les OPCO, le CPF, la région, également et cetera. La deuxième chose qu'on regarde, ça va être également la partie E, à savoir les personnes des organismes dispensant des heures de formation en interne, donc ça, c'est toute l'équipe salariale, ici. Et ici, on a vos sous-traitants, les personnes à qui vous donnez de l'activité. Et j'aurai également le nombre. Donc, si la majorité des formations dispensées est faite par de la sous-traitance, soyez assurés que je vais aller voir ce que vous faites avec vos sous-traitants. Pour les indépendants, très important, arrêtez de me mettre 0 ici, hein, parce qu'un organisme de formation sans formateur, c'est pas possible, c'est qu'il y a un petit problème quelque part. Ensuite, ce qu'on regarde aussi, c'est votre type d'activité. Donc ici, je vais savoir si vous faites de l'alternance, par exemple, que ça soit par apprentissage ou par aussi les stages, s'il y a des actions de formation en situation de travail. Et ici, je vais avoir le fait de savoir si vous intervenez sur des actions qui sont reconnues par le gouvernement à travers France Compétences, soit pour le niveau de diplôme, à savoir le titre RNCP, donc vous avez les niveaux ici, ou pour une compétence particulière, ça s'appelle le répertoire spécifique, et c'est ici. Alors, il y a aussi le CQP qui en fait partie. Et nous avons également deux nouvelles catégories, à savoir le bilan de compétences et la VAE qui sont inscrits juste là. Ici, c'est les spécialités de vos formations. Donc, attendez-vous, si ici j'ai certaines spécialités, c'est sûr que je vais aller jeter un coup d'œil dessus, hein. Je ne vais pas aller voir uniquement ce que vous faites de très spécifique. Ensuite, on aime bien également aller voir les nouveautés d'un audit à un autre. Donc, si vous ouvrez de nouvelles actions de formation, c'est très important d'aller voir ce qui est de nouveau pour voir que vos processus de qualité ont bien été mis en place. Et ici, ça va être le sujet de ce jour, c'est la sous-traitance pour d'autres organismes de formation. En effet, en audit initial, si votre chiffre d'affaires est en majorité par de la sous-traitance, c'est sûr et certain qu'on va aller échantillonner dessus. On n'a pas le choix. Nous, on doit rendre compte en tant qu'auditeur au certificateur et au COFRAC. Et ça doit être représentatif. Donc, me dire qu'on va aller échantillonner uniquement la dernière action de formation que vous venez de vendre ou d'offrir à titre gratuit à quelqu'un de votre entourage, ça ne compte pas. Donc, bien sûr, comme il y a du en propre et en sous-traitance, les deux seront échantillonnés, mais les deux le sont, quoi qu'il arrive. En plus, entre nous, dans la majorité des cas, vos donneurs d'ordre sont eux-mêmes certifiés Calliope, hein. Donc, ils ont les éléments de preuve
pour leur certification Qualiopi, donc vous devriez y avoir accès également. Alors, l'astuce qu'on peut avoir en tant qu'auditeur selon les certificateurs, c'est qu'on regarde depuis quand vous avez mis en place votre activité concernant la mise en place et l'implémentation de vos process Qualiopi. Donc, on est quand même bienveillant lors de l'échantillonnage, mais on n'a pas le choix parce que nous, en tant qu'auditeurs, on peut être mis à pied déjà. Et vous, on peut vous retirer votre certification Qualiopi si jamais on voit que c'est vraiment pas représentatif de l'activité. Alors, le retrait, j'exagère sûrement. Attention, modérons. C'est plus une suspension avec un audit complémentaire, hein. Je me suis un peu emballée. Alors, du coup, si on prend le guide de lecture, je vais vous montrer. Hop là. Sur le guide de lecture, on sait que quand il y a moins d'une année d'activité, donc vous n'avez pas encore de bilan pédagogique et financier, on va aller vous appliquer la mention nouvel entrant. Donc le nouvel entrant, on l'a ici par exemple pour l'indicateur 2. Le certificateur va vous demander un extrait comptable, donc ce sont des Excel qui vous sont demandés, et il va y avoir des aménagements. Donc là, indicateur 2, c'est les indicateurs de résultats, donc les statistiques qui vous mettent en valeur. Comme vous avez moins d'un an d'activité, vous n'avez pas forcément eu le temps de tout collecter. Donc le référentiel vous dit, voilà, en audit initial, vous devez les préidentifier et leur communication sur chaque action de prestation sera auditée lors de l'audit de surveillance. Donc ces aménagements sont géniaux. En revanche, il y a aussi, les carrés sous-traitance. Donc, si vous faites de la sous-traitance pour des donneurs d'ordre, mettez vos dossiers au clair avant d'effectuer un audit initial. Pourquoi? Parce que le 1, 2, 3, c'est des indicateurs de communication d'information. Du coup, ce n'est pas applicable pour vous en tant que sous-traitance, c'est de la responsabilité de votre donneur d'ordre, quoi qu'il arrive. Ensuite, le 4, c'est l'analyse du besoin. Mauvaise surprise, il n'y a pas d'obligation et d'aménagement pour la sous-traitance. En revanche, on a une petite ligne qui va venir nous sauver. Si ici, dans le cas où le prestataire n'est pas responsable de l'analyse du besoin du bénéficiaire, il démontre qu'il tient en compte dans sa conception et l'exécution de sa prestation. Donc, vous devez avoir accès forcément à l'analyse du besoin par votre donneur d'ordre. Votre donneur d'ordre vous a forcément donné une mission précise et vous a informé de ce qui se passe selon l'analyse du besoin. S'il ne le fait pas, c'est à vous de le faire. De toute manière, vous serez audité sur cet indicateur. Bon, ne pas oublier la mention spéciale de pouvoir identifier les personnes en situation de handicap lors de l'analyse du besoin, vu que cela va venir impacter d'autres indicateurs par la suite pour l'auditeur lors de l'échantillonnage. Alors, ici, indicateur 5, c'est les objectifs opérationnels et évaluables. Et ici, on nous demande, dans le référentiel national qualité, de montrer qu'on prend en compte les objectifs définis par le donneur d'ordre. Donc, votre donneur d'ordre vous donne des objectifs spécifiques et vous devez les reprendre avec vos apprenants et faire les évaluations correspondantes. Mention spéciale pour les titres RNCP et RS, c'est applicable aussi, hein, même si vous faites qu'un module dans l'ensemble du RS ou dans l'ensemble du RNCP, il faudra qu'on aille vérifier cela ensemble. Ensuite, le 6, pas d'adaptation pour la sous-traitance, il n'y a pas l'encadré bleu. Le 7, ici, on met l'organisme certificateur tient en compte des missions confiées pour l'appréciation de cet indicateur. Ici, on va aller se référer à votre contrat de sous-traitance avec votre donneur d'ordre. Si, à défaut, il n'y a aucune mention, qu'il n'y a rien dessus, on va auditer de façon classique. Donc ici, c'est d'aller voir l'adéquation du contenu des compétences par rapport aux épreuves finales, bien entendu, sur votre micromodule. Mais c'est vous qui êtes en charge de cet indicateur-là, si je n'ai aucune mention autre part. Hop, alors le 8, c'est là où les Athéniens s'atténirent.
Parce que, pareil, on n'a pas l'encadré sous-traitance. En revanche, on a ici de nouveau le nota bene qui vient nous sauver. Dans le cas où le prestataire n'est pas responsable de la détermination des conditions d'accès et des procédures de positionnement exigées, il démontre qu'il les applique. Donc, c'est-à-dire que si votre donneur d'ordre met des prérequis pour votre action, eh ben, dans ces cas-là, ah, c'est ma première vidéo Google Meet, hein. Hop, tut, tut, toute seule. Donc, on en était, oui, donc s'il y a des prérequis, dans ces cas-là, bah, vous devez démontrer que bah, c'est bien appliqué, hein. Ici, on est sur la V9, hein, je le rappelle, la V10 va arriver un jour ou un autre. Cette vidéo date sur la V9 du référentiel national qualité. Alors, l'indicateur 8 est un peu étrange parce que selon les certificateurs, certains disent s'il n'y a pas de prérequis, il n'y a pas de procédure de positionnement. D'autres disent s'il n'y a pas de prérequis, il y a quand même une procédure de positionnement. La procédure de positionnement, en tant que business développeuse, moi, je la trouve super utile pour pouvoir adapter vos formations derrière avec l'indicateur 10 et l'indicateur 12. C'est toujours bien de savoir le niveau de départ et puis ça vous donne un axe de progrès de vos apprenants entre le début de la formation où ils ont un certain niveau et l'indicateur 11, on connaît leur niveau de sortie de formation. C'est quand même quelque chose de satisfaisant à faire. Donc, qui peut le moins peut le plus, ou qui peut le plus peut le moins. Donc, il faut mieux faire la procédure de positionnement quoi qu'il arrive. Comme ça, vous êtes sécurisé en tant que sous-traitant. C'est à vous de le faire. Voilà. Et bien entendu, dans le cas où il n'y a pas de prérequis, l'information est disponible. C'est ici, écrit ici. Alors, le 9. Le 9, c'est la communication concernant les modalités d'accueil et les conditions de déroulement. Comme quoi, c'est bien diffusé. Et bien ici, on se réfère à votre contrat. L'organisme certificateur tient compte des missions confiées pour l'appréciation de cet indicateur. Donc, on va aller regarder sur votre contrat de sous-traitance, est-ce que c'est à vous de le faire ou est-ce que c'est à votre donneur d'ordre? Et c'est ça qui va nous servir d'élément de preuve tout au long de vos actions en tant que sous-traitant. Ensuite, le 10 est applicable classiquement parlant, le 11, pareil, le 12, comme vous voyez, hop, il n'y a pas de mention de sous-traitance à ce jour. En revanche, eh ben, vous pouvez démontrer que vous appliquez les process fournis par votre donneur d'ordre pour prévenir des ruptures de parcours, la gestion des abandons, la gestion des absences, comment vous faites pour en avertir votre donneur d'ordre? Alors, le 13. Le 13, c'est applicable uniquement quand on fait des actions de formation en alternance, hein. C'est bien écrit ici, donc c'est soit pour les organismes de formation, soit pour les CFA que c'est applicable uniquement. Donc ici, pareil, ça dépend des missions confiées dans votre contrat. Si j'ai pas d'informations, je vais auditer dessus. Donc, démontrer sur les principes que la pédagogie de l'alternance sont mis en œuvre grâce à un processus formalisé d'articulation itérative des apprentissages entre le centre de formation et l'entreprise. Généralement, cela, c'est le donneur d'ordre qui s'en occupe, mais il faut en apporter la preuve. S'il n'y a pas de preuve, je dois aller échantillonner dessus et l'auditer classiquement parlant. Le 14, hop, pas d'aménagement sous-traitance, donc faire attention. Pareil pour le 15, j'ai pas de moyen de vous sauver ici. Pour le 16, pareil, ça va être comme l'indicateur qu'on a vu précédemment. On a l'encadré sous-traitance, on se réfère à votre contrat. S'il n'y a rien dans le contrat, on l'audit de façon classique. Ici, c'est bien de toute manière d'aller voir comment vous faites et c'est logique, c'est que votre module de cours a un impact sur l'obtention de l'évaluation finale. Donc, on vérifie que votre module respecte bien les attendus pour l'examen final de certification. Hop, 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 hop. Donc, le 17, il n'y a pas d'aménagement. Alors, petit clin d'œil pour le 17. Ici, on regarde les moyens humains, les moyens techniques et l'environnement approprié.
Le moyen humain, généralement, c'est vous-même, hein, c'est vous le sous-traitant. En effet, on va éviter de faire de la sous-traitance en cascade, s'il vous plaît. Et pour les moyens techniques, c'est fourni généralement par votre donneur d'ordre. Ben, faites un point avec votre donneur d'ordre de savoir quel est le matériel qui vous met à disposition dans ces salles de cours. Et l'environnement, bah, c'est le lieu donné par votre donneur d'ordre qui vous fournit en sous-traitance une action de formation, mais vous devez vérifier avec lui que tout est bon et que c'est en adéquation aux objectifs de la prestation. Le 18, il n'y a pas, d'adaptation pour les sous-traitants, hein, donc vous devez le démontrer. Alors bien sûr, les nota bene sont toujours les bienvenus, hein, pour les indépendants. Vous pouvez démontrer que vous assurez seul l'ensemble des fonctions pour le 18. Le 19, bah, pareil, alors là, je sais que c'est un peu casse-tête dans le sens où vous devez démontrer que vous fournissez des ressources pédagogiques aux apprenants. Du moment que vous démontrez que vous appliquez ce que vous ordonne votre, donneur d'ordre, c'est conforme, hein. C'est là-dessus où on a quand même de la bienveillance et de la logique en tant qu'auditeur. Du moment que vous les avez transmis et que vous avez la preuve de transmission, ça sera conforme. Mais bien conserver la preuve de transmission. Parce que si vous me dites: «C'est mon donneur d'ordre qui s'occupe de l'envoyer» et que vous n'avez aucun élément de preuve, montrant que vous les avez fournis, eh ben, ça va être non conforme. Alors, le 20, ça s'applique classiquement parlant, le 21 s'applique classiquement parlant, le 22 aussi. Comme vous voyez, il n'y a pas tant que ça d'aménagement quand on est en sous-traitant, hein. Le 25, tout ça, c'est les indicateurs de veille. Alors, le 26, on est sur les acteurs concernant le champ du handicap. Donc ça peut être, acteur, expert ou partenaire du champ du handicap. À minimum, en tant que sous-traitant, c'est indiqué ici, vous devez disposer de la liste des partenaires de votre donneur d'ordre. Qui est responsable concernant le handicap? Qui est le référent handicap dans l'organisme de formation dans lequel vous travaillez? Ainsi, si vous avez un apprenant qui vous dit ou quelqu'un que vous accompagnez, hein, pour le bilan de compétences ou la VAE, qui vous dit: «Bah, voilà, j'ai une situation de handicap, je ne l'ai pas encore dit à l'administration», vous avez vers qui le renvoyer pour voir les aménagements à mettre en place. Ça, c'est la deuxième partie, c'est si vous faites face à la situation de handicap, vous devez démontrer que vous avez bien mis en place des modalités de recours à ce réseau, mais également, hop, des mesures spécifiques d'accompagnement ou d'orientation sont mis en œuvre. Donc vous, à votre niveau, qu'est-ce que vous avez fait pour que ces personnes en situation de handicap puissent suivre votre cours? C'est super important. Le 27, c'est la sous-traitance. Donc, quand on est soi-même sous-traitant, on ne sous-traite pas quelqu'un d'autre généralement, hein. Le 28, hop, pareil, on va regarder les missions confiées. Donc si j'ai pas d'informations, je vais auditer et en plus, il y a écrit ici: «Cet indicateur concerne tous les prestataires de formation dans leur capacité à mobiliser un réseau de partenaires lorsque la formation prévoit une période en entreprise, formation en alternance, stage, entreprise, AFEST et cetera». Donc c'est ultra, spécifique. Donc à défaut d'avoir de l'information, bah, on va aller auditer, savoir, bah, qu'est-ce qui se passe avec les partenaires socio-économiques. L'audit Calliope, c'est fait sur des éléments de preuve. Si je n'ai aucune preuve, j'audite. Et si lors de l'audit, il y a pas de preuve comme quoi c'est pas vous qui êtes responsable et que vous n'avez pas prévu cet indicateur-là, bah, ça sera non conforme. Ensuite, le 29, pas d'adaptation, hein. Le 29, Big Up, exclusif CFA, on en a vu d'autres, hein, qui sont que CFA. Le 30, les appréciations. Alors, c'est là où les Athéniens s'atteignirent. Je sais que les donneurs d'ordre recueillent les appréciations des apprenants. Donc soit vous les avez, soit c'est vous qui devez les demander aux apprenants, soit c'est le donneur d'ordre qui les demande. Quoi qu'il arrive, vous aussi, vous devez démontrer
cette sollicitation-là et la relance à une fréquence pertinente, sans oublier le champ libre d'expression lors, de la sollicitation des bénéficiaires. Alors ici, il est écrit noir sur blanc, le prestataire recueille l'appréciation des bénéficiaires et de son donneur d'ordre. C'est-à-dire qu'en tant que sous-traitant, l'organisme de formation qui vous a sous-traité de l'activité, vous devez lui demander ce qu'il pense de votre travail. Et régulièrement, il passe à la trappe, mon donneur d'ordre. Ne me l'oubliez pas, s'il vous plaît. Et n'oubliez pas également que les bénéficiaires, il est aussi de votre sort de savoir directement ce qui s'est passé. Dans l'état actuel de la V9, le 31, il est applicable classiquement parlant et le 32 aussi. Et le 32 en plus, c'est l'analyse des réclamations et des appréciations des parties prenantes dans le cadre d'une démarche d'amélioration continue. Donc ici, si vous me dites: «Moi, le 30, il n'est pas applicable parce que, ce n'est pas moi qui suis en responsabilité», et ben, le 32, vous allez être, un peu dans la mouise aussi parce que vous, à votre, niveau, qu'est-ce que vous faites pour améliorer votre prestation? Voilà. Et ben, j'espère que ces informations vous auront été utiles et que vous n'allez plus vous faire avoir pour vos otites concernant l'échantillonnage et concernant le fait que, bah, si vous faites de la sous-traitance en otite initiale et des actions de formation en propre, eh ben, oui, la sous-traitance va être échantillonnée. Donc n'hésitez pas à prendre, quelques semaines complémentaires afin de vérifier que vos dossiers soient bien complets. Je vous remercie. C'était Xaver de Ludicertif qui vous parlait de son aventure en tant qu'auditrice Calliope. J'espère vous revoir bientôt. Au revoir.